On va commencer par l'atelier 1 sur l'intégration d'enfants dans la collectif de mineurs, avec Mélie Janin et Ruche. Alors Emmanuel Lemaitre m'a gentiment délégué la tâche de faire la synthèse de ce groupe, de cet atelier. Donc, en 2 secondes, là, on a évoqué donc la problématique des enfants en difficulté qui est accueillis sur des camps de loisirs sans que les équipes en soient informées. Et ça posait différentes questions, la question de la formation des équipes d'animation, et aussi une question qui est aussi, c'était une question-réponse en même temps, qui était sur un partenariat essentiel entre tous les acteurs des accueils de loisirs, c'est-à-dire entre aussi bien les communes, les équipes d'animation, les écoles aussi, enfin, voilà, puisqu'il y a été soulevé les problèmes d'enfants qui étaient en situation de handicap, qui avaient des PAI, mais dont les équipes d'animation n'étaient pas informées. Voilà. Donc on se disait qu'il faut vraiment qu'il y ait un réel partenariat. Il est essentiel à une bonne démarche d'intégration après derrière. Ça, c'était un des points. Et un autre point aussi, qui était sur, pour réussir enfin je fais une synthèse, hein. En gros, pour réussir une intégration d'enfants en situation de handicap ou d'enfants en difficulté, on a un peu élargi. C'est le taux d'encadrement qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut un taux d'encadrement quand même dans les équipes d'animation important, et ça repose forcément la question des financements derrière. Je m'arrêterai là. Merci pour cette brève synthèse qui répond bien à la question. Alors, on passe à l'atelier sur les vacances adaptées. C'est pour moi, donc on avait un groupe très intéressant qui a beaucoup échangé. On s'est aperçu très rapidement que les vacances adaptées n'avaient pas la même signification pour tout le monde. Donc ça permet aussi à chacun de parler de son expérience. Ce qui était très intéressant, parce qu'on avait un avis des institutions, des parents et également des prestataires de services. Donc concrètement, les pratiques à développer seraient d'avoir une meilleure lisibilité sur la programmation, notamment au niveau de l'hébergement, parce qu'il s'avère que parfois les descriptifs faits ne correspondent pas forcément à ce qu'il se passe sur le terrain. Également de proposer des offres encore plus adaptées et puis plus larges, notamment pour les personnes atteintes de fort handicap. D'autres points ont été abordés sur de proposer des séjours en milieu ordinaire. Alors, si j'ai bien compris, c'est des séjours où des personnes n'ont pas à être avec un groupe, mais peuvent réaliser leurs propres vacances tout en ayant un suivi journalier par un encadrant. Et puis, dans les pratiques à développer, ce serait aussi un meilleur travail sur les bilans, peut-être une coordination plus importante entre les organisateurs et les structures, pour avoir de meilleurs retours et qui soient utilisables finalement par les personnes travaillant au quotidien avec ce public. Concernant donc, les freins et les obstacles, dans un premier temps, voilà, ils ont parlé des coûts par rapport aux offres de formation. Mais également les problèmes de communication donc entre les différents acteurs, que ce soit la personne qui part en vacances, la structure et les parents. On s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses peurs de chaque côté, parce que les institutions ont peur d'envoyer les personnes en séjour, parce qu'elles ne savent pas sur par qui elles vont être encadrées. Il arrive que les vacanciers aient aussi des craintes concernant leurs habitudes. Est-ce que ce qui se passe dans les institutions vont pouvoir être refaites, enfin voilà, vont pouvoir regarder leurs habitudes en vacances, et puis également des craintes des personnes qui accompagnent. Encore une fois, le problème de l'offre qui n'est pas assez descriptive et qui ne permet pas justement de choisir facilement les vacances. Un dernier point, c'était également concernant les problèmes d'organisation au niveau des transports, notamment lorsque tout se passe sur des plateformes et les gens doivent venir, mettons, sur Paris pour repartir dans le sud, alors que peut-être parfois ils viennent du sud. Voilà. Et puis pour terminer, donc, concernant les perspectives, donc l'avenir, ce serait comment gérer la prise en charge du vieillissement de ce public, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais également quelle formation pour les encadrants, et puis
comment mettre en place une meilleure communication entre les différents acteurs. Voilà, j'ai essayé de retranscrire ce qui avait été dit. J'espère que j'ai fait de mon mieux pour ça. Voilà, merci. Merci. L'atelier 3, le temps libre au quotidien. Oui, et bien moi aussi, j'avais un groupe super, comme dit Perry. Alors c'est vrai que j'insiste sur le terme le temps libre. Il s'agissait bien du temps libre, soir et week-end, et pas des loisirs. Je crois que c'est important, dès le début, de bien parler de temps libre. Alors, dans les pratiques à développer, la première, c'est le développement de la notion de désir chez la personne handicapée. Puisque, et vous l'avez dit ce matin, plusieurs, jusque-là, elle n'a jamais été, on ne lui a jamais appris à dire vraiment ce qu'elle voulait. Et là, c'est le développement de la notion de désir à faire ou ne pas faire. Pratique aussi à développer, c'est faire des propositions d'activité, mais seulement des propositions. On veut bien cette activité ou on ne veut pas. Créer des activités extérieures mixtes, et même, là on avait un exemple, d'activités mixtes intergénérationnelles. Impulser une dynamique de groupe et d'entraide avec des personnes voulant faire les mêmes choses, mais seules, et n'osant pas les faire, c'est-à-dire les aider à ce qu'ils se regroupent pour faire. Frein, obstacle, manque. Eh bien déjà, un frein ou un obstacle, la vie collective, parce que la vie en institution, parce que le temps libre, il est souvent imposé, donc ce n'est plus du temps vraiment libre. L'organisation de l'institution, des personnels, les moyens à disposition, et là, tous ont trouvé une grande différence entre la ruralité et l'aire urbaine. Les facilités ne sont pas les mêmes. Il y a aussi des freins, les degrés d'autonomie, capacité cognitive, illettrisme, là aussi, il faut le dire. Les cultures professionnelles, là, il y a une grande différence entre le sanitaire et le social. C'est déjà plus du tout la même culture et ça peut être un frein. Manque d'envie aussi des personnes en rapport quelquefois avec une souffrance mentale. Manque de lien social, familial. Un autre frein aussi, les traitements médicaux. Il ne faut pas les oublier, parce que quelquefois le temps libre est énormément perturbé par les médicaments. Voilà, pour les freins, en gros, si vous oubliez quelque chose, vous direz. Pour les perspectives, eh bien, premièrement, insister sur le choix de la personne, qui doit être primordial pour ce qu'il veut faire de son temps libre. Aider à s'organiser dans une activité commune, créer des cercles d'activité, possibilité de ne rien faire, et on a vu que c'était très difficile pour les éducateurs, les moniteurs, d'accepter, d'accompagner quelqu'un à ne rien faire. Et ça, c'est très difficile. Créer des liens de rencontre, comme Olivier parlait du SLCV, par exemple, rencontre, partage, convivialité. En fait, trouver un équilibre entre activité, travail et repos, en adéquation avec les envies de chaque personne. Merci. Et donc, dernier atelier, la pratique d'activités de loisirs autonomes. Pareil, il y a un atelier, ça a été riche en production, j'espère que je vais être assez synthétique. Donc, dans les pratiques à développer, répertorier des lieux accessibles, développer des outils d'accessibilité transmissible, travailler sur des partenariats pour mutualiser des pratiques d'échange, c'est-à-dire en gros travailler en transversalité, pas entre soi, mais plutôt le vivre ensemble. Être à l'écoute, accompagner la confiance en soi, l'estime de soi, favoriser des activités socio-culturelles, enfin, on voulait dire par là ouvrir les champs du possible, c'est-à-dire
voilà, pouvoir permettre aussi à des personnes, par exemple, de découvrir l'opéra, etc., pour montrer que c'est aussi peut-être créer des envies. Sensibiliser au bien-être, prendre soin de soi pour prendre soin en fait de ses capacités. Valoriser les étapes de réussite, ça nous semble aussi important, que même si l'objectif final n'est pas atteint tout de suite, il faut valoriser aussi les étapes intermédiaires. Sur les freins. Les freins, on les a classés en deux sortes. En fait, il y a des freins aussi intérieurs, le manque d'information, l'aspect financier, l'accompagnement qui est nécessaire, le manque de temps dans les équipes, mais aussi les freins extérieurs, les transports. Ça, c'est aussi un frein, on ne parle même pas qu'en étant rural, domicile sur des lieux d'activité. Refus aussi de certains clubs sportifs à accepter des personnes porteurs de handicap. Peur du regard des autres. Et des fois, tout bêtement, des structures qui sont peu accueillantes. Les perspectives et les enjeux. Enjeux économiques, quelque chose qu'on trouvait intéressant, c'est faire reconnaître le loisir et le plaisir, rester dans le plaisir. Du coup, c'est vraiment dans la réalisation de soi, on revient aussi sur le signe de soi. Travailler aussi sur l'accessibilité technique des pictogrammes différents, mais ne pas tomber non plus dans des choses qui seraient de l'ordre bien faire attention non plus, ne pas tomber sur des choses qui seraient infantilisantes qu'on a affaire à des adultes. Personnaliser les parcours d'accompagnement qui peuvent être différents. Les réseaux de communication, utiliser les nouveaux moyens de communication comme par exemple les ordinateurs vocaux. Et puis pour finir, on se disait que banaliser, c'est-à-dire qu'on aura sans doute réussi quand il sera banal de voir des personnes porteurs de handicap dans tous les lieux que l'on fréquente les uns et les autres au quotidien.